Alors, par une décision du 20 août 1989, le Conseil constitutionnel algérien, qui venait d'être rétabli, dans sa toute première décision, avait considéré que sur le fondement de la souveraineté populaire, les titulaires d'un mandat devaient le remettre impérativement à son échéance. Néanmoins, par une décision du 11 mars 2019, le président précédent avait avait prolongé son propre mandat en annulant les élections présidentielles qui devaient avoir lieu, et le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 13 mars de la même année, avait pris acte de cette décision sans répéter sa jurisprudence du 20 août 1989. Cette jurisprudence du 20 août 1989, il l'avait fondée sur la souveraineté populaire. Dans la Constitution algérienne, les articles 7 et 8, la souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple qui l'exerce via ses institutions, le référendum et ses représentants. En réalité, il n'y a pas de souveraineté populaire en Algérie. La souveraineté nationale qui appartient exclusivement au peuple, c'est une reprise de l'article 3 de la Constitution française de 1958, lui-même repris de l'article 3 de la Constitution française de 1946, qui essayait de faire, si vous voulez, de concilier le principe de souveraineté populaire et de souveraineté nationale. La souveraineté populaire, c'est la démocratie directe, pour être rapide. La souveraineté nationale, c'est le régime représentatif. Or, en Algérie, il n'y a pas de souveraineté populaire, il n'y a qu'un régime représentatif, puisque, je cite à nouveau l'article 8 de la Constitution algérienne, le peuple exerce sa souveraineté via les institutions qu'il se donne, via ces institutions-là, via le référendum qui est uniquement à l'initiative du président de la République en Algérie. Il n'y a pas de référendum d'initiative populaire, il n'y a donc pas de démocratie directe, et via ses représentants, on est dans le régime représentatif, et le premier représentant du peuple algérien, puisqu'on est dans un régime parlementaire présidentialiste, c'est le président de la République en Algérie. Ce qui posait aussi une question, ce décret présidentiel du 11 mars 2019, c'est qui est gardien de la Constitution en Algérie? Vous savez, vous connaissez Hans Kelsen. Pour Hans Kelsen, le gardien de la Constitution, c'est la Cour, le tribunal, le Conseil constitutionnel, alors que pour Carl Schmitt, c'est le président de la République. En Algérie, tout comme en France en réalité, il y a un mixte des deux, si vous voulez. C'est à la fois le président de la République et le Conseil constitutionnel. Mais c'est surtout le président de la République qui se trouve être, en réalité, gardien de la Constitution, donc, et interprète de ses propres actes. Donc, en réalité, il n'avait même pas violé la Constitution, puisqu'il est interprète de la Constitution. Il n'y avait aucune procédure, d'ailleurs, contre le président à mettre en place, puisque le président algérien est irresponsable à la fois politiquement et pénalement. Il n'y a pas d'impeachment en Algérie, l'article 177 est totalement inapplicable. Et ce, alors même que le président algérien dispose de pouvoirs absolument exorbitants, je rappelle juste, il dirige l'armée, les affaires étrangères, a le pouvoir de prendre des ordonnances en période d'intercession parlementaire, est le seul à être à l'initiative de la révision de la Constitution, le seul à être à l'initiative du référendum, dispose du pouvoir réglementaire autonome, peut nommer walis et généraux sans aucun contre-seing du Premier ministre, peut décider de l'état d'urgence, de l'état de siège, de l'état d'exception, sans aucun contre-seing ni contrôle d'absolument personne, seulement des consultations, on consulte, je vous consulte et je fais le contraire de ce que vous me dites, puisque je vous consulte seulement dans la Constitution. Le président algérien dispose donc de pouvoir, littéralement, d'un dictateur, puisqu'il n'est ni responsable pénalement ni politiquement. Pas d'impeachment, rien. Vous ne pouvez strictement rien faire. Il est l'équivalent du roi dans la charte constitutionnelle française de 1814. Sa personne est inviolable et sacrée. Il n'y a absolument, strictement rien à faire. Et du coup, si nous allons, en vertu de l'article 102, vers de prochaines élections présidentielles, nous allons directement vers l'élection, même si elles sont réellement démocratiques, libres, etc., d'un dictateur, tout simplement. Donc le roi est toujours là. Donc le roi est toujours là et un cadre en remplacera un autre si nous restons dans cette logique constitutionnelle, là où l'étoile nord-africaine, dans ses toutes premières revendications, en 1927, lors du congrès anti-impérialiste de Bruxelles, en même temps qu'elle réclamait l'indépendance de l'Algérie, réclamait l'Assemblée constituante. Parce que, et je termine là-dessus, qu'est-ce qui est à l'origine du constitutionnalisme tel qu'il s'est développé au XVIIIe siècle et qui s'est retrouvé retranscrit dans les constitutions américaines de 1787 ou françaises de 1791? C'est l'idée de séparation des pouvoirs. C'est ça le constitutionnalisme au XIXe siècle. La séparation des pouvoirs au sens négatif, c'est le fait que tous les pouvoirs ne reviennent pas sur une même tête, qu'ils soient dispatchés entre différents organes, afin de permettre la liberté et d'empêcher la tyrannie. C'est le principe de séparation des pouvoirs développé notamment par Montesquieu au XVIIIe siècle. Eh bien, l'Algérie l'a ouvertement renié à l'indépendance, l'a rejeté en 1963 et 1976, parce que tous les pouvoirs devaient revenir au parti unique. Puis, 1989, constitution d'ouverture, qui va donner, via les associations à caractère politique, la voie au multipartisme, confirmée en 1996. Le principe de séparation des pouvoirs va être reconnu le 28 août 1989 dans un avis du Conseil constitutionnel, alors même qu'il n'était pas reconnu dans la Constitution. Et il va être finalement reconnu par la révision constitutionnelle du 6 mars 2016, paragraphe 13 du préambule et article 15 du corps de la Constitution. Alors vous allez me dire, c'est génial, l'Algérie est rentrée dans le constitutionnalisme. Oui, mais attention,
Ce sont des principes formels. C'est comme la souveraineté nationale qui appartient au peuple. Non, la souveraineté n'appartient au peuple, n'appartient pas au peuple en Algérie. Dans la Constitution même, elle appartient au président de la République. Le souverain réel formel, c'est le peuple. Le souverain réel, c'est le président de la République. Eh bien, ce principe de séparation des pouvoirs reconnu officiellement dans la Constitution, quand on a un président qui est le seul à initier la révision de la Constitution, qui prend des ordonnances en période d'intercession parlementaire, qui dispose du pouvoir réglementaire autonome, qui nomme les généraux sans aucun contrôle. Aux États-Unis, par exemple, les nominations du président américain en régime présidentiel. L'Algérie n'est pas régime présidentiel. Hein. En régime présidentiel, le Sénat contrôle les nominations du président américain. Hein. En Algérie, donc, bref, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Principe d'égalité, juste, monsieur l'avait dit tout à l'heure, l'article 32 de la Constitution, quand vous restez rien que dans la Constitution, vous avez cité l'article 63, l'article 51 qui est l'article 63 actuellement, sur les binationaux par exemple. Si vous prenez aussi les conditions pour être président de la République, elles sont aussi discriminatoires. Vous n'avez pas de principe, vous avez un principe d'égalité, mais vous savez, en droit, en fait, il y a un principe qu'on appelle specialia generalibus dérogante. Les normes spéciales dérogent aux normes générales. C'est bien de proclamer la séparation des pouvoirs. Et quand, dans le restant de la Constitution, vous y dérogez d'une telle manière, vous videz de sa substance ce principe. Même chose pour le principe d'égalité. Il est proclamé dans la Constitution, très bien. Mais quand dans le restant de la Constitution, vous avez quantité d'articles qui vide de sa substance ce principe-là, il n'y a pas de principe d'égalité. Et pour terminer, c'est ce qu'on appelle une constitution non constitutionnaliste, c'est le professeur Nathan Brown qui développe ce concept-là. Et à quoi ça sert une constitution non constitutionnaliste qui n'applique pas le principe de séparation des pouvoirs? Ça a trois utilités. Pour un pays, c'est affirmer son indépendance, c'est comme avoir un drapeau, un hymne national, etc. On a notre constitution, on est indépendant, on existe, on est souverain. Deuxième chose, c'est affirmer une idéologie, ça c'est notamment les cas des constitutions 63 et 76 en Algérie, c'était le socialisme à l'époque. Et trois, en réalité, c'est consacrer l'autoritarisme. Et quand vous lisez la Constitution algérienne, vous êtes dans une constitution extrêmement autoritaire. Et c'est très clair quand vous lisez la Constitution. C'est officiellement dit. Donc nous sommes dans une constitution non constitutionnaliste, et si nous allons vers des élections présidentielles avec cette constitution-là, nous n'irons absolument nulle part. C'est-à-dire nous irons vers une reconduction du régime. Un dictateur en remplacera un autre. Merci.